Alors c'est un sujet qui devrait quand même nous interpeller un petit peu. Pourquoi est-ce que les Américains connaissent cette année une récession 2 fois moins aiguë, violente, que chez nous, notamment en France ou même en Europe? On en parle avec Véronique Riche-Flores. Bonjour. Bonjour David. Économiste et présidente du cabinet RF Research. Quand on voit, c'est confirmé, on va dire, par les dernières prévisions, même si ce sont des prévisions donc, du FMI qui nous disent, voilà, récession aux États-Unis en 2020 de 4,3%, 8,3% chez nous, c'est quasiment un rapport, un facteur de 1 à 2. Donc récession beaucoup moins sévère. Deux réponses possibles, soit c'est pour des questions d'ordre monétaire, soit budgétaire. Je n'ai pas le sentiment pour la partie monétaire que la Fed en ait fait tellement plus que la BCE. J'ai le sentiment que c'est plutôt la réponse budgétaire, mais à vous de me dire, c'est vous l'experte. Non, eh bien, je Non à quoi? dirais ni l'une ni l'autre des raisons que vous évoquez, à mon avis. La réponse monétaire, vous avez raison. Enfin, la Fed en a fait beaucoup, hein, mais c'est pas. Mais quasiment autant que la semble-t-il, BCE, quasiment autant que la oui, tout à fait. Il n'y a pas de différence majeure sur l'impact économique de ces Récession politiques, 2 fois moins violente chez eux que chez nous. Et sur le plan budgétaire, finalement, quand vous faites le total de ce qui a été fait aux États-Unis et en France, par exemple. Ils ont 16% de déficit public. 16. Oui, Nous, on est à et, 10. On est à 10. Ah, On a fait ils partent d'où? Non, voilà, ils partaient de 5-6. Hein, donc voilà. Donc finalement, quand on fait le total de ce qui a été annoncé et mis en place, France, États-Unis, on est à peu près à 15-16% du produit intérieur brut. Alors, dans enveloppe dans laquelle il y a des dépenses directes. Ouais. Et les États-Unis ont fait plus, mais pas pour de l'investissement, surtout pour la santé. Ouais. Et puis des avances aux entreprises, des prêts, des délais de paiement pour un certain nombre de prélèvements, etc. Donc l'enveloppe aux États-Unis comme en France, c'est 15, 14 et 15% dans un cas comme dans l'autre. Bon, à peu donc près. Donc ce n'est pas à cause des dépenses publiques, ce n'est pas à cause des taux d'intérêt ou des politiques monétaires stimulantes qu'on explique l'écart de récession dans un rapport de 1 à 2. Je pense qu'il y a deux raisons essentielles. La première raison qui explique probablement les 2/3 de cet écart, donc la raison prédominante, c'est les mesures de confinement. C'est manifeste, le blocage de l'économie. On parle de la France, pas de moyenne de la zone euro. Le blocage de l'économie américaine par rapport à la France a été bien moindre. On a des indicateurs, par exemple, publiés par l'Université d'Oxford, qui sont très intéressants, qui essayent d'estimer la part de blocage, justement, des différentes mesures. Ce qu'on voit, c'est dans les différents pays, quand on passe 85% à peu près, là, on a un effet, effectivement. C'est-à-dire que, effectivement, vous bloquez votre économie à hauteur de 85%. Ouais. Vous avez un effet multiplicateur, je dirais, en termes de choc sur l'activité. En France, on était à 90% dans la période extrême. Là, oui, celle du confinement. Et aux États-Unis, on était plutôt dans la zone des 70-75%. Pourquoi? Alors ça, c'est une mesure moyenne. Aux États-Unis, c'est un grand pays. Vous avez eu des gros clusters, on va dire, des gros foyers épidémiques très importants. New York, en tout premier lieu. New York, c'est 8% du PIB américain. Après, effectivement, la Californie, ça commençait à être un peu plus. Et puis le Texas. Mais finalement, vous n'avez jamais eu l'intégralité de l'économie américaine bloquée. Ça, c'est un point. Et moi, on le voit très bien au niveau mondial. Il suffit de regarder le degré de blocage économique et puis l'impact économique. Vous avez donc les Américains ont moins fermé l'économie, délibérément. Et ils ont eu une épidémie qui a un peu tourné. Sauf que nous, quand on bloque l'Île-de-France, c'est plus de 30% du PIB français qui est bloqué. Ouais. Et puis, il y a eu plus que l'Île-de-France, effectivement, de bloqué. Donc, il y a une différence de réponse face à l'épidémie, de réponse à cette crise. L'autre différence, elle est un petit peu plus difficile à capturer pour l'instant, on n'a pas toutes les données, mais on voit bien l'impact sectoriel, c'est-à-dire que s'il y a un secteur sur lequel l'économie américaine est présente, et pas beaucoup la française, par exemple, ou l'européenne, c'est le secteur des nouvelles technologies. Celui-ci, il a bénéficié de la crise. Ouais. C'est un secteur où le télétravail est presque naturel. Donc ça permet, est beaucoup plus facile à organiser que dans tout autre secteur de la vie économique. Et là, effectivement, on voit bien que l'économie américaine a profité de son positionnement dans les nouvelles technologies, que ce soit en emploi, en facilité de mise en place du télétravail, et donc d'un coût économique différent. L'autre élément, alors vous parliez des politiques monétaires.
je vous disais, bon, l'épidémie a tourné. Hein, il y a 20 ans, on parlait de rolling recession aux États-Unis pour dire finalement il y a des récessions dans la plupart des États, mais jamais au même moment. Et donc, ça a permis de lisser les choses. Là, il y a eu un petit peu cet effet-là. Et puis, malgré tout, une politique monétaire qui a baissé les taux d'intérêt et qui a été très active pour soutenir le crédit avec mais pas tellement plus qu'en zone un euro. effet immobilier qui s'est beaucoup plus, un effet très bénéfique sur l'immobilier qui a été beaucoup plus spectaculaire qu'en zone euro. Pourquoi ? D'abord parce qu'on était sans doute sur une lancée, effectivement, qui a un appétit pour l'acquisition immobilière qui est très fort, et le fait de ne pas bloquer l'intégralité du pays a fait que beaucoup de régions. Alors quand on regarde les prix immobiliers, par exemple, dans le nord-est, ça a beaucoup plus baissé qu'ailleurs. Hein. Et effectivement, parce que là, l'économie a été complètement bloquée. Donc je pense que vraiment la décision ou le degré de blocage de l'activité économique est l'origine principale de ces écarts de prévision ou d'estimation de croissance. On a la même chose. Ça marche avec la Suède? Pardon, on change de sujet, mais la Suède qui a beaucoup moins serré la vis que chez nous, ils vont se taper un -8 de récession cette année. Je ne pense pas. Je pense qu'effectivement, alors ils sont très dépendants aussi de l'Europe, hein, la Suède. Si vous regardez la hiérarchie des estimations de PIB entre les pays de la zone euro, c'est de la même manière. On a le même rapport. Hein. L'Allemagne est moins frappée. Elle a moins gelé son activité. Les mesures de précaution sanitaire ont moins paralysé l'activité. En Allemagne, on parle de -5, -6, peut-être -7% du PIB. On n'est pas au -10, -11 de la France, hein, ou de l'Italie, ou de l'Espagne également. Bon, là, il y a aussi un facteur sectoriel qui est très important avec le tourisme, etc. Sachant que le -8,3 du FMI sur la France, ça c'était avant les nouvelles restrictions sanitaires, on peut imaginer. Ça change, vous avez changé quelque chose, vous ce qui se passe, encore une fois, tous les grands instituts de conjoncture font des prévisions, mais qui maintenant ne datent pas un petit peu au regard de cette seconde vague épidémique. Moi, j'ai trouvé que dans l'ensemble, que ce soit le FMI, enfin les uns et les autres, on se révisait un petit peu trop vite à la hausse leurs prévisions. Donc, je m'attendais à ce qu'il y ait une révision à la baisse des perspectives 2021, qui là est imparable. On va y aller. J'ai pas encore révisé parce que pour l'instant, on navigue un petit peu dans le flou. C'est pas la peine de donner des chiffres absolument. Je pense pas qu'on nous attende forcément là, mais la direction est connue. Elle sera à la baisse. Est-ce qu'on aura, oui, probablement un 4e trimestre de repli de l'activité dans la plupart des pays européens, c'est-à-dire on peut parler de double dip, hein, en tout cas où on va reperdre. Et la base, vous le savez, quand on fait des prévisions, double creux, oui. Ouais. Quand on fait des prévisions, la base de départ est très importante. Donc cette révision à la baisse du 4e trimestre, à minima, hein, mais probablement le 1er trimestre de l'an prochain aussi, aura un effet très important sur les moyennes, bien évidemment. Et ça recule d'autant la capacité à retrouver le niveau d'avant. Si ce n'est que le rebond, quand rebond il y aura, a priori, sera plus important en France qu'aux États-Unis. C'est ça aussi, peut-être qu'on a dû l'évoquer. On chute plus en France, mais on rebondit plus aussi quand on rouvre. C'est l'effet d'élastique, mais cet effet d'élastique, il est tellement court dans le temps. Vous avez vu au printemps, ça a duré 2 mois, 2 mois et demi. Hein. C'était juin, juillet, et puis après, on a retrouvé. Donc, effectivement, il y a un rebond ponctuel, c'est-à-dire une remise à niveau, enfin, pas à niveau d'ailleurs, de l'activité en tout cas, qui crée des chiffres assez spectaculaires. Quand on compare l'automobile aux États-Unis a perdu à peu près 40%. Nous, on a perdu 90%. Oui, d'accord. Donc, effectivement, on a fait 1000% le mois de reprise, de hausse. Ça paraît spectaculaire. Dans le fond, ça ne change pas grand-chose. En niveau, on est encore bien à la traîne et plus à la traîne que les États-Unis. Ouais. Juste une question, je me posais. Je me disais, mais on a dit 16% de déficit public aux États-Unis. Jusqu'où ils peuvent aller quand on est à 16%, ce qui est déjà un record. On n'a pas vu ça depuis la Seconde Guerre mondiale. Je sais que Joe Biden a promis un gros plan d'infrastructure, de relance, que sera peut-être obligé de faire aussi Donald Trump s'il est réélu. Jusqu'où on peut aller? Parce qu'on est comme un territoire inconnu là. Là, on est complètement un territoire inconnu. Donc pour l'instant, je dirais qu'il y a une espèce de consensus sur le fait qu'on n'a pas le choix. Hein. Il faut faire le maximum pour essayer d'éponger le maximum du coût de cette crise qui est extrêmement violente, hein, et que les banques centrales sont là. Donc pour l'instant, on dirait on n'a pas le choix. Puis à un moment donné, et ça c'est le grand danger de ce regain d'épidémie, c'est que est-ce qu'on va avoir les moyens de refaire autant et aussi bien, parce que finalement on a pas mal réussi hein, dans le premier flux de mesures contre la crise. Est-ce qu'on va véritablement avoir les moyens? On pense notamment aux pays, alors je ne pense pas forcément aux États-Unis tout de suite, mais attention, vous avez vu le downgrade,
la baisse de la note du Royaume-Uni. Et ça, c'est pour l'instant, les agences de notation ont été assez discrètes et on comprend pourquoi. On voit bien qu'elles vont être de plus en plus exigeantes et plus les perspectives de reprise, de rebond économique seront retardées, c'est-à-dire la capacité à rembourser les avances, plus les agences vont être sur les dents. Et donc, c'est effectivement là qu'on se dit, tiens, ça risque, on en parlait il y a quelques semaines, hein, est-ce qu'en Europe, si on a véritablement besoin de remettre beaucoup sur la table, est-ce que les pays, notamment les plus endettés, les plus en situation les plus délicates, les pays du Sud, hein, vont avoir les moyens? Est-ce que l'Europe va encore être là au rendez-vous pour permettre qu'ils aient les moyens? Donc ça pose effectivement, vous l'avez dit, on est dans l'inconnu et on est très sensible, incontestablement, à tout ce qui se dit, aux crispations politiques. Bon, en tout cas, pour l'instant, si on doit résumer ce qu'on s'est dit là, Véronique, si les Américains connaissent une récession 2 fois moins sévère que nous, ce n'est pas lié aux dépenses de l'État, ce n'est pas lié aux politiques monétaires, c'est lié à la gestion sanitaire de la crise, au fait d'avoir moins fermé leur économie. Oui, et puis d'avoir eu une crise également. Hein. C'est un grand pays donc qui s'est moins abattu sur la grande majorité des Américains. En fait, c'est une crise sanitaire qui tourne. Ça permet aussi d'avoir des régions qui continuent à peu près à fonctionner normalement. Et un biais sectoriel aussi important. Et il y a un biais sectoriel, oui. Notamment avec la tech américaine. On peut le quantifier, cette tech américaine? C'est un petit peu tôt, mais on va pouvoir le quantifier quand on verra. On pourra mieux apprécier l'impact positif de cette crise sur ce secteur-là des nouvelles technologies. Et puis quand on aura des données aussi sur le télétravail un peu sectoriel, pour l'instant, on ne les a pas trop. Bon, on en reparlera tranquillement. Merci d'avoir été avec nous. Explication signée Véronique Riche-Flores, économiste et présidente du cabinet RF Research. Merci. Merci David.